Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Vous vous amusez avec les mots, hein. On le voit dans ce reportage. Mais au fond, ça sert à quoi? Ça vous aura servi à quoi de manier aussi bien le verbe, de faire vibrer les salles comme vous le faites? Mais ça aide les autres, et ça m'aide moi-même, d'abord à construire une pensée, à vivre comme un homme engagé pour des raisons raisonnées. Et puis, ceux qui m'entendent, souvent se disent « Ah, c'est bien ça que je pense ». Et j'aide en quelque sorte, je fortifie les convictions, et puis le côté littéraire et professeur qui vit en moi fait que souvent j'explique, j'éclaire. J'ai toujours eu horreur de ceux qui parlaient en ne se souciant pas de savoir s'ils avaient été compris. Et aujourd'hui, nous sommes dans un moment comme celui-ci où le mot qui a été bien dit va éclairer le chemin à un moment. Et c'est le problème. Est-ce que le malentendu, la crise de confiance aujourd'hui entre les Français et la politique, est-ce qu'il ne vient pas de là? Ces mots qu'ils ont entendus, ces effets de manche, ces effets de tribune, et puis à un moment, il y a un truc très compliqué à gérer qui est l'exercice du pouvoir, l'exercice des responsabilités. Non, c'est le mensonge et les mots utilisés contre leur contenu qui ont tué les discours et la vie. On élit des responsables politiques, des délégués, des députés pour qu'ils règlent les problèmes, pas pour qu'ils les aggravent. Lorsque j'ai dit que nous entrions dans la saison des tempêtes, on m'a dit tu exagères. Ensuite, c'est au sens physique, hein, là c'est maintenant les tempêtes. J'ai dit que François Hollande était un capitaine de pédalo, on m'a dit c'est excessif. Allez, où sont ceux qui viendraient maintenant me dire mais pas du tout, cet homme est un grand capitaine qui nous mène d'une main ferme. Est-ce que vous vous souvenez, Caroline Roux, qu'il y a un an à peine, on m'en voulait parce que j'étais excessif contre Manuel Valls. Mais... Donc les mots ont dit juste. Et après, il faut avoir l'humilité d'attendre qu'ils fassent leur œuvre, qu'ils aident à réfléchir, et peut-être que... ça infuse. On ne doit pas attendre de récompense. Est-ce que ce que paye aujourd'hui François Hollande, ce n'est pas cette fameuse tirade, ce malentendu avec les Français? Allons-y, moi, président, vous en souvenez? Est-ce que c'est pas ça qui paye aujourd'hui, justement? Prisonnier de ses propres mots à lui. Bien sûr qu'il paye le mensonge. Bon. Avoir dit qu'il allait combattre la finance alors qu'il s'apprêtait à faire exactement le contraire et qu'il le savait. Il le savait à l'époque? Mais bien sûr, il a présenté. J'ai été le seul à dire, mais c'est pas possible ce qu'il raconte, puisqu'il est en train de dire en même temps qu'il va appliquer une politique d'austérité. Donc l'austérité, c'est fait pourquoi? Pour payer aux banques. C'est la dette publique. Ne pas régler ce problème-là, ne pas affronter la question qui est posée dans toute l'Europe qui débouche sur cette récession. Donc, ce qu'il paie, c'est le mensonge. C'est un menteur et en fourbe par-dessus le marché. C'est-à-dire qu'il entraîne les gens à croire des choses pour le seul plaisir ensuite de les navrer. Moi, il m'a fait ça avec l'amnistie sociale. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Je vais le voir et je lui dis, bon, écoute, quand même, d'abord je lui ai demandé si on le voyait, il me fait grand seigneur que je faisais ce que je voulais, très bien, donc je l'ai tutoyé. Et je lui dis, mais la première chose à faire, c'est l'amnistie sociale. Les nôtres, tous ceux qui ont payé pendant toutes ces années, il me dit, ah oui, mais tu as raison, je le note, il prend un papier, il le marque. Et je lui dis, après en sortant, je me méfie de lui quand même. Je lui dis, mais je peux le dire aux journalistes qui sont en main? Il me dit, mais bien sûr, ça m'aidera. Il savait très bien qu'il allait rien faire. Et ça l'a amusé de m'entraîner sur cette pente où je risquais le ridicule. Quelle leçon vous en tirez de cette aventure personnelle avec le président de la République? Que je n'ai aucune confiance en lui, ni sur le plan humain, ni sur le plan politique. Est-ce que vous pensez... Ni sur le plan patriotique, parce que cet homme est tellement imbibé de servilité atlantiste que notre patrie a disparu du paysage de sa faute. Par conséquent, je le regarde avec une très très grande distance. Là, il doit gérer un mot compliqué. Cette partie s'appelle le poids des mots. C'est intéressant parce que vous aimez jouer avec les mots. Vous tapez souvent très juste, ça fait mal. Le mot, il est signé de Valérie Trierweiler. Elle rapporte une conversation dans son livre avec le président de la République qui appelle les pauvres les sans-dents. Ces mots-là, ça fait mal, on peut s'en débarrasser? Ou est-ce que ça colle comme le sparadrap du capitaine Haddock? Il est maintenant stigmatisé pour le reste de sa campagne, de son mandat. Comme M. Sarkozy l'avait été par Casse-toi pauvre con, ça l'avait marqué. Et puis ça l'a suivi, et d'ailleurs nous on a bu. De manière injuste ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pas pour Nicolas Sarkozy ou pour François Hollande, mais cette façon, à un moment donné, de coller à un président de la République, à un élu. Mais à tout le monde. Regardez-moi, vous avez passé le petit extrait, le bruit et la fureur, et bon, vous avez eu la correction de le passer dans toute sa longueur. Je dis, je suis le bruit et la fureur de mon époque. Et combien de fois j'ai entendu dire que j'étais à moi tout seul le bruit et la fureur, ce que je n'ai jamais prétendu. Alors, c'est la vie qui est comme ça, mais elle a à la fois sa part d'injustice et sa part de bien vu.
Moi, je n'ai pas l'intention de commenter ou même de m'approprier d'une quelconque façon le livre de Madame Trierweiler, parce que nous sommes là dans la douleur d'une séparation, d'une lutte qui n'a rien à voir avec la politique. Donc, je ne m'en mêle pas. Mais il y a des sujets tout de même sur lesquels il faut s'attarder. Parce que ce soit vrai ou pas, comment se fait-il que tant de monde pense que c'est vrai? C'est que cet homme n'a jamais manifesté la moindre compréhension ou la moindre préoccupation pour ce qui est premier chez les progressistes, les pauvres, ceux qui souffrent. Il dit que c'est l'engagement de sa vie. Oui, ben, c'était bien discret. Hein. 9 millions de pauvres dans ce pays. Et depuis que lui est président, les choses s'aggravent. Il n'en a jamais dit un mot. Est-ce que vous savez, Caroline Roux, que l'année dernière, 2013, 424 personnes sont mortes dans les rues, dont 15 gosses? Quand a-t-on entendu le chef de l'État dire « Écoutez, mon Dieu, que s'est-il passé? Voyons ce qu'on peut faire ». Jamais. Et lui, comme les autres, encourageant cette cruauté de la société, cette indifférence aux autres. C'est pourquoi les gens qui l'entendent se disent « Ça doit être vrai, il a une tête à ça ». Alors, ce n'est pas une affaire de tête, c'est injuste. Mais politiquement, ce n'est pas l'homme du commun, des gens simples, de la vie de tous les jours. Non. Et quand moi je dis, puisque vous parlez des dents, dans le programme humain, d'abord, on disait, bon, on va rembourser les lunettes et les dents. Qu'est-ce qu'ils me répondent? Ils me répondent pas, il y a combien de gens qui ont plus de dents? Ils me répondent, ça coûte trop cher. Ah bon? Comment vous le savez? Vous n'avez même pas regardé. Vous vous en fichez de savoir que des gens puissent avoir une vie si dégradée. Le portrait qu'elle dresse de François Hollande, il lui ressemble, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. D'ailleurs, je n'ai pas lu le livre. Dans le livre, elle vous cite, elle dit que vous avez été un des rares, des seuls à l'appeler, avec Claude Chirac et Carla Bruni. Pourquoi vous l'aviez appelé à l'époque? Pourquoi vous l'aviez soutenu? Je ne l'ai pas soutenu, c'est très personnel, je ne comprends pas pourquoi elle cite ça. Décidément, tout est sur la table. J'avais aucune raison. Oui, tout est sur la table désormais, oui, ça vous surprend pas? Je n'avais aucune raison de lui être favorable, parce qu'elle m'a fort maltraité dans son métier. Mais je ne sais pas pourquoi, mais sa souffrance me parlait et j'ai pensé, c'est pas la seule personne auprès de qui je me sois rapproché dans un moment où elle souffrait, parce que je pense que quand on voit les autres souffrir, quelque chose des luttes qu'on a avec doit s'effacer. Et ce qui doit prendre le pas, c'est plutôt ce qu'on a en commun, d'humanité. Peut-être que c'est une façon de faire baisser aussi la pression. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit dans le livre, et je ne souhaite pas, je le dis pour les autres, que tous ceux à qui j'ai pu dire un jour un mot d'amitié s'en aillent le raconter partout. Maintenant, tout est sur la table, vous avez compris ça, non? J'ai l'impression. Ouais. Ben, alors, ce livre intervient dans un climat très particulier d'incertitude politique. Le débat sur les institutions s'enflamme à nouveau. La Ve République est-elle une chance dans une période d'instabilité ou la cause de toutes nos difficultés? L'idée, j'allais dire naturellement, d'une 6e République refait surface dans le débat. Fabrice Hauss et Grégory Roudy, on l'écoute.